Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition spéciale du lundi 14 avril. Le point déjà sur la propagation du coronavirus dans les Yvelines. Après une légère baisse en fin de semaine dernière, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse dans le département. 1070 personnes étaient hospitalisées hier sur le territoire. Une légère diminution des patients en réanimation est toutefois à noter. Ils étaient 183 hier. Depuis le début de la crise sanitaire, 276 décès ont été recensés dans les hôpitaux yvelinois. L'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. La date est désormais connue, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, annonce d'Emmanuel Macron hier dans son allocution aux Français. Le 11 mai, début du déconfinement, donc progressif avec réouverture des crèches et des écoles, mise en place d'un masque grand public accessible pour chaque Français via les mairies, multiplication du nombre de tests pour les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Écoutez la réaction d'une élue yvelinoise, Alexandra Rosettier, maire de Voisins-le-Bretonneux. La date du 11 mai lui semble logique. Elle attend désormais un accompagnement de l'État pour mettre en place le déconfinement dans sa commune et dans les écoles. Je pense que c'est bien qu'il y ait une date qui soit posée et que ce ne soit pas dans 15 jours parce qu'on peut se projeter dans le temps et commencer à réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour en sortir. Moi, je pense qu'effectivement, il n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur les maires. Je trouverais ça normal que les maires s'impliquent pour distribuer des masques à la population, pour aider à ce déconfinement progressif. Je trouverais ça moins normal d'être obligé de l'assumer financièrement. J'espère qu'on va être accompagné dans la mise en place de cette future rentrée. Je pense qu'il va falloir qu'on protège en priorité tout le personnel qui va graviter autour des enfants. C'est vrai que c'est un petit peu stressant, mais après, il faut bien qu'on en sorte de ce confinement à un moment ou à un autre. Il y a quand même des enfants qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens d'accès, je dirais, au numérique. Et donc, ça crée forcément des inégalités. Ça met un petit peu en valeur le rôle social qu'ont les écoles, quelque part. Écoutez à présent Bertrand Houillon, maire de la commune voisine de Magny-les-Hameaux. Il ne retient pas de grandes mesures de ce discours présidentiel et préfère se concentrer sur son rôle auprès des habitants. C'est un discours qui s'ajoute à d'autres discours et la date du 11 mai est une autre date, comme d'autres dates ont été annoncées auparavant. C'est pas une date d'annonce sur un déconfinement, mais une date d'annonce jusqu'où va le confinement pour l'instant. Maintenant, s'il y a d'autres directives au niveau national, nos collectivités répondront présentes pour pouvoir accompagner le mieux possible les habitants, en gardant toujours en tête certains aspects qui sont tout simplement essentiels. La santé des personnels, des personnes qu'on accueille, et surtout l'aide à l'ensemble des familles et des personnes qui peuvent se retrouver en difficulté. Annonce forte d'Emmanuel Macron, c'est la réouverture progressive à partir du lundi 11 mai des crèches et écoles, de la maternelle au lycée, une mesure qui en a surpris plus d'un. On va en parler avec deux invités qui sont à distance. Manuela Fonso-Cancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire dans les Yvelines de la Fédération des parents d'élèves de la PEP et il y a également avec nous Fabien Leduigou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-secrétaire du SNES-FSU Yvelines, un syndicat des enseignants du second degré. Je vais vous faire d'abord réagir, Fabien Leduigou. Les modalités de cette reprise des cours doivent être encore précisées dans les 15 prochains jours, a dit ce matin le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Même si cette rentrée, il l'a dit, elle ne se fera pas comme avant, ça se fera par petits groupes. Il y aura également un retour à l'école qui ne sera pas obligatoire, a dit ce matin Jean-Michel Blanquer. Que pensez-vous de cette décision de reprise progressive à partir du lundi 11 mai ? Alors, l'annonce qui a été faite hier soir nous a effectivement surpris, parce que c'est le bruit de couloir et les rumeurs qui circulaient, n'allaient pas dans le sens d'une reprise si rapide. Après, nous, ce qui nous rend perplexes et nous inquiète, c'est effectivement les conditions de cette rentrée, effectivement. Ne serait-ce que tout simplement par la nécessité de gestes et barrières donc appliqués dans les établissements, comment on gère la distance physique entre les élèves, la question du matériel, les masques, etc. Donc beaucoup d'interrogations. Donc on est à la fois très impatient d'en savoir un peu plus sur ces
conditions de rentrée qui vont être précisées, et quand même inquiet. L'état d'esprit des enseignants, c'est quand même beaucoup d'inquiétude. On reparlera juste après de ces inquiétudes. Manuel Afonso Cancel, la décision du président de la République a été motivée, il l'a dit, Emmanuel Macron, par la nécessité aussi de permettre le retour à une activité professionnelle des parents. Comment elle a été accueillie, cette décision de reprendre progressivement l'école à partir du 11 mai ? Très mitigée. En fait, suite aux annonces de Monsieur Macron, nous avons pris la liberté de générer un sondage sur les réseaux sociaux afin de prendre un peu la température, parce que justement, on ne sait pas trop comment réagir. On parle quand même de nos enfants qu'on veut remettre à l'école dans des situations sanitaires telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui nous inquiètent beaucoup. Mais en même temps, on est d'accord que les foyers familiaux ont besoin de travailler, ont besoin de ramener de l'argent. Voilà. La situation est assez cocasse. En règle générale, les parents sont inquiets. Les parents ne sont pas pour un retour au 11 mai, excusez-moi, qui paraît un peu prématuré. Et surtout, on garde aussi en tête qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des annonces, qu'il n'y a pas encore de décision et de processus mis en place. On attend du factuel, en fait. On attend de voir ce que le factuel va faire ressortir. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit ce matin que dans les 15 prochains jours, en tout cas, toutes les mesures, les modalités seraient connues pour cette reprise. Vous parliez d'inquiétude, Manuel Afonso Cancel, notamment, on l'évoquait, la difficulté de faire respecter des gestes barrières aux enfants. On n'a pas aussi parlé de la question de la protection. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il y aura des masques, des gants qui seront mis en place dans ces écoles. Tout à fait, ça va être très compliqué. Et puis moi, j'ai vraiment une grosse pensée pour les enseignants et pour les personnels encadrants en élémentaire. J'ai eu l'occasion d'échanger avec mes élus locaux sur l'organisation qui est envisagée surtout au premier degré, où c'est très compliqué pour des enfants de maternelle et d'élémentaire de respecter les mesures de distanciation sociale principalement. Et puis on ne voit pas des élèves porter un masque toute la journée ou même une partie de la journée. Ça va être très compliqué pour les enseignants de réussir à maintenir cette discipline autour du sanitaire. Même les collectivités sont inquiètes parce qu'il va falloir les ressources humaines, il va falloir l'organisation, la logistique qui ne fonctionne pas forcément, et ne serait-ce que la cantine. Comment on fait ? Les prestataires sont aussi en confinement, ne font pas les livraisons. C'est les mêmes inquiétudes, on l'a compris aussi du côté des professeurs, Fabien Ledugou ? Oui, alors nous, la première inquiétude d'abord, ça va être de gérer en fait les premiers jours, et notamment nous, et d'ailleurs c'est le CHSCT ministériel a émis un avis qui a été adopté à la majorité le 3 avril, c'est qu'il est nécessaire que tous les élèves et tous les personnels encadrants donc dans l'éducation nationale soient dépistés. Alors, on ne peut pas envisager une rentrée sans un dépistage généralisé. Alors pour le moment, Emmanuel Macron a évoqué des tests pour les personnes seulement qui présentent des symptômes. Pour l'instant, ce n'est pas évoqué pour les professeurs. Vous demandez qu'il y ait des tests à plus grande échelle qui soient mis en place ? On sait notamment que les jeunes sont souvent des porteurs asymptomatiques. Donc en fait, ils ne développent pas les symptômes. Donc ils peuvent très bien ramener du coup le coronavirus à l'établissement, dans l'établissement, s'il y a une reprise, contaminer les élèves, les enseignants, ou au contraire aussi en le ramener chez eux. Donc pour nous, la condition préalable, la première condition en fait, c'est le dépistage généralisé donc de tous les personnes et de tous les élèves. La sécurité, la santé avant tout. Donc c'est sur ce point précis que vous allez être vigilant là dans les 15 prochains jours. Je le disais, Jean-Michel Blanquer a parlé de définition de modalités dans les 15 prochains jours. C'est sur ce point précis-là que vous allez être vigilant ? Le premier, il y en a d'autres aussi, effectivement, la question de la distanciation sociale. Enfin, au collège, il y a 30 élèves par classe. Au lycée, 35 élèves par classe. Des salles de cours qui sont toutes remplies. On ne pourra pas en fait accueillir tous les élèves. Je suis d'ailleurs persuadé que beaucoup de familles ne vont pas vouloir emmener leurs enfants au collège, au lycée, dans les écoles, puisqu'ils savent très bien que les conditions d'accueil ne seront sans doute pas optimales et qu'ils prendront un risque. Donc il y a aussi cette question-là des effectifs par classe. Là, actuellement, on a parlé de petits groupes. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale a parlé de petits groupes ce matin. Sauf que physiquement, c'est pas possible. À moins qu'on décide de n'accueillir qu'une partie des élèves et qu'on invite en fait une partie des familles à garder les enfants à la maison, ce qui n'est pas pour l'instant ce qui est prévu dans les annonces. Et Manuel Afonso Cancel, sur quoi allez être vous vigilante sur les prochaines semaines ? La première chose, ça va être les conditions. Qu'est-ce qu'on appelle une reprise progressive ? Quelle organisation ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir par petits groupes ? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va relancer une activité économique ? Est-ce que nos enfants vont être accueillis dans de bonnes conditions ? Comme vous le disiez tout à l'heure, avec du matériel
en quantité suffisante et surtout en utilisation efficace. Et puis, voilà, là, on va être vraiment à suivre petit à petit les décisions qui vont être prises. Après, on est bien d'accord que nous ne sommes que des consultants dans l'éducation nationale. On ne peut que se contenter d'exprimer les inquiétudes des parents et c'est notre mission qu'on assumera jusqu'au bout. Mais là, l'objectif, c'est vraiment que les choses se fassent en toute intelligence, en toute conscience et surtout de rassurer. Je pense qu'on est dans une situation assez anxiogène. On n'a pas besoin de s'en rajouter par-dessus, sauf que là, on parle de nos enfants. Donc, il va falloir réussir cet exercice d'organisation et de communication de manière intelligente et efficace. Bon, on a compris vos réserves. Je voulais terminer cette interview avec vous, Fabien Le Duigou. Là, en ce moment, la zone C est en vacances scolaires, mais en tout cas, ça a été l'une des priorités, l'une des promesses affichées par l'Éducation nationale, assurer une certaine continuité pédagogique. Est-ce qu'elle a pu être assurée, cette continuité pédagogique, depuis le début de ce confinement ? Alors nous, au SNES-FSU, on fait un bilan très mitigé, voire plutôt négatif, de cette continuité pédagogique. En fait, ce qu'ont fait les enseignants, et ont plutôt bien réussi, c'est de maintenir un lien pédagogique avec les élèves. C'est-à-dire, effectivement, les maintenir dans une logique de travail, d'être en contact avec eux, etc. Mais on ne va pas se leurrer, on ne travaille pas de la même façon à distance et face à face. Et on sait très bien aussi, il y a d'ailleurs plusieurs sociologues qui sont déjà intervenus dans les médias pour bien évoquer que les élèves qui sont habituellement en difficulté scolaire en classe classique le sont encore davantage en fait à cette école à distance. Donc cette continuité pédagogique qui nous a été vendue par le ministre en fait démultiplie les inégalités en fait entre les élèves. Donc pour nous on fait un bilan assez sévère, même si effectivement les élèves ont fait ce qu'ils pouvaient, les professeurs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais pour nous rien ne vaut en fait un enseignement classique en présentiel. C'est là qu'on est le plus efficace et c'est là les élèves. Eh bien, merci pour vos réponses, vos réactions. Fabien Le Duigou, co-secrétaire du SNES-FSU des Yvelines. Et merci également à Manuela Afonso-Cancel, un secrétaire de la PEP Yvelines. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la PEP a mis en place depuis le début de ce confinement une page consacrée pour occuper les enfants, leur donner des idées d'activités pendant le confinement. Merci à vous deux. Merci à vous. « 29e jour de confinement en France et dans les Yvelines, cette période qui va donc se prolonger d'un mois supplémentaire, ce qui pousse certaines entreprises à repenser leur activité. C'est le cas de Plaisir Fruité, installée dans la zone industrielle de Trappes. Elle est spécialisée dans la livraison de fruits au bureau. Dorénavant, c'est aux particuliers qu'elle s'adresse et elle pourrait bien revoir durablement son mode de fonctionnement. Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. 1000 entreprises abonnées, mais du jour au lendemain, une activité réduite à zéro pour l'entreprise Plaisir Fruité. Le confinement a été synonyme d'une mise au chômage partiel de sa trentaine de salariés. Mais une fois passés les premiers jours de résignation, ces deux fondateurs ont trouvé une autre solution. Le 16 mars, tout a changé, puisqu'au début, on pensait devoir fermer la société, puisque nos clients sont uniquement des bureaux. Donc tous en télétravail, tout le monde a arrêté, donc on a décidé du coup pour le peu de clients qui restaient de fermer la société. On s'est converti à la livraison aux particuliers. Donc c'était un domaine qu'on ne faisait pas du tout jusqu'à présent, on faisait vraiment que du B2B et là on est passé donc en B2C et on a fait également un petit peu de vente en direct ici dans l'entrepôt, ce qui a permis également de dépanner pas mal les personnes du coin qui ne savaient pas trop où aller. Ça a évité aussi toutes les grandes queues puisque au début tout le monde se jetait dans les grandes surfaces. Depuis Trappes, la quinzaine de livreurs œuvrent donc pour les particuliers à travers l'Île-de-France. En 48 heures, le site internet a été repensé pour des commandes en ligne. 6000 ont été passés lors des 4 dernières semaines et les locaux sont ouverts ponctuellement au public résidant à proximité. Une solution qui a aussi permis d'éviter de perdre 8 à 9 tonnes de marchandises dans un premier temps, mais aussi par la suite de proposer des légumes. On s'est dit que pour avoir une offre complète, on devait faire également du légume. Donc on en faisait un petit peu, mais là on est très vite arrivé sur des volumes assez importants. Donc on avait des fournisseurs sur Rungis qu'on connaissait déjà bien sur la partie légumes. On a traité avec eux et on a commencé à faire énormément de sachets de légumes également. C'est un des produits qui se vend le plus. À la fin du confinement, l'entreprise pourrait maintenir son activité en direction des particuliers malgré le retour progressif des abonnements d'entreprise. Lui aussi s'est réorganisé pour rester ouvert en cette période de confinement. Dans sa boutique, l'alchimiste, l'artisan siropier Marc Chenu poursuit son activité pour faire face notamment à une baisse importante de son chiffre d'affaires. Le reportage de Mathilde Demilly et de Nicolas Dandry.
C'est un alchimiste siropier de la vallée de Chevreuse. Avec ses recettes, il fait face aux conséquences de la crise sanitaire. Il poursuit la fabrication et la vente de ses sirops, mais a fermé son bar et cessé toute animation d'atelier. Conséquence directe, une perte de 40% de son chiffre d'affaires au mois de mars. On a dû effectivement se réorganiser puisqu'on est 2 à travailler. Evelyne est en chômage partiel, c'est comme ça qu'on a pu travailler parce que sinon c'était ingérable d'avoir 2 salaires effectivement à temps plein ici, vu la baisse d'activité. Dans cette nouvelle organisation, Marc Chenu travaille seul tous les jours de 7h à 22h. En temps normal, près de 2000 bouteilles sont produites en moyenne par mois. Avec la crise sanitaire, Marc Chenu n'en produit plus que 1000. Il faut savoir que pour arriver à maintenir le cap, c'est-à-dire à éviter la catastrophe. Je n'ai pas dit à se développer, mais à éviter la catastrophe, je travaille 2 fois plus pour 2 fois moins d'argent. Donc j'ai fait appel effectivement à des producteurs locaux, à des commerces locaux, pour pouvoir me fournir en matières premières, ce qui a pu se faire. Donc il y a une solidarité qui s'est mise en place. Une solidarité aussi venant de ses clients, notamment à travers des commandes sur Internet, la principale source de son activité aujourd'hui. Face à la baisse de son activité, Marc Chenu a demandé aussi un recours au fonds de solidarité et un rééchelonnement des créances. Il faut savoir qu'une entreprise, en général, c'est 60-70% de charges de sa masse salariale. Donc s'il n'y a pas un effort au niveau des charges, beaucoup d'entreprises risquent de péricliter. L'artisan estime aujourd'hui que les charges salariales lui coûtent près de 3 000 € par mois. C'est un nouveau motif dérogatoire pour sortir de chez soi dans les prochains jours. Après l'appel lancé par la SPA, il sera possible à partir de jeudi de procéder à des adoptions. La procédure se fera uniquement en ligne. Après avoir rempli un questionnaire et échangé avec les équipes, l'adoptant pourra venir chercher son nouveau compagnon. Le point et les explications du président de la SPA interrogé par Wilfried Richy. Pour éviter tout contact, nous proposons un pré-choix de l'animal en quelque sorte sur le site, que le questionnaire d'environnement familial soit rempli également sur le net, l'envoi d'une pièce d'identité, puis déplacement dans le refuge où les salariés et les bénévoles restent à une dizaine de mètres de la personne, que l'on met seul à l'extérieur des bâtiments avec l'animal. Si le fit se fait, la suite de la procédure est la même, si ce n'est qu'on régularise après l'ensemble de la procédure qui n'est plus à ce moment-là que purement administrative. C'est ce qu'on appelle un abandon solidaire, une adoption solidaire pour lutter contre l'abandon, c'est-à-dire que l'animal qui est pris en adoption par la personne sauve 2 animaux, celui avec lequel elle part, mais aussi celui qu'on va pouvoir récupérer dans une fourrière et qui aurait été irrémédiablement condamné. Le questionnaire est assez précis, il est assez long. On peut éventuellement avoir un contact par téléphone ensuite si on a besoin de renseignements complémentaires. Je pense que si la personne a la vraie envie de prendre un animal et qu'ensuite elle est conseillée par mes agents qui sont des professionnels de la relation homme-animal, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous avons sur l'année, moins de 4% de retour de gens qui viennent. On a donné 43 000 animaux à l'adoption l'an dernier, c'est un chiffre considérable. On a moins de 4% des gens qui reviennent parce que finalement, ils ont un souci avec l'animal. On a eu vraiment peur. Il y a des imbéciles qui sont amusés à diffuser cette fake news sur le net. Il n'y a pas de communication du virus par l'animal, on le sait. Les gens ont réagi intelligemment et avec prudence. On a toujours, le même nombre d'abandons que d'habitude, mais il n'y a pas eu d'augmentation. Sur l'ensemble du territoire, pour les 55 refuges, dont les 3 que nous avons dans le 78, nous sommes presque à saturation, c'est-à-dire que nous avons 90% d'occupation, sachant que nous devons garder une petite marge de sécurité pour le cas, comme ça s'est produit en Bretagne en début de semaine dernière, pour le cas où tous nos salariés seraient malades en même temps, ce qui nous obligerait à évacuer nos animaux sur d'autres refuges.
Un mot de sport avant de se quitter, on en revient aux annonces présidentielles qui ont établi l'interdiction de tout événement avec du public nombreux jusqu'à la mi-juillet. Parmi les rendez-vous impactés, notamment le Tour de France 2020 qui ne pourra pas se tenir en l'état. La 107e grande boucle était prévue du 27 juin au 19 juillet avec une dernière étape au départ des Yvelines entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées à Paris. Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. L'annulation du Tour a été écartée par l'organisateur Race il y a quelques jours. Il faudra donc trouver un nouveau créneau pour un report pendant l'été, voire en septembre. Nos confrères du Parisien avancent la date du 25 juillet. L'équipe parle de la tenue de la compétition au mois d'août. Le Tour de France cycliste passera, en tout cas dans les Yvelines, au minimum jusqu'en 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.